Je fais une très, très brève présentation pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Sébastien Michel. J'enseigne le tarot, l'astrologie, la numérologie et la géomancie à mon école ici à Montréal. Et ce sont des cours qui peuvent être suivis en personne ou par webcam. Alors, le but de la conférence aujourd'hui, c'est de vous parler de la géomancie. C'est un art divinatoire que j'ai découvert il y a quelques années seulement et j'en suis littéralement tombé amoureux. C'est quelque chose qui me plaît énormément et le pire, c'est que je connais le tarot depuis des décennies, je connais l'astrologie depuis, mon Dieu, une quinzaine d'années. La géomancie, la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'avais peut-être entendu une fois ou deux le mot, mais jamais comme le tarot ou l'astrologie qui est partout, qui est dans les journaux, qui est dans la culture populaire. Et j'ai été surpris de me rendre compte que c'était le premier art divinatoire que l'être humain a inventé. C'est le plus vieux. On a retrouvé des traces de la géomancie, des bases de la géomancie dans des cavernes. Okay? Ça vous donne une idée là, de ça fait combien de temps que ça s'est produit. Fait que je me suis dit, comment ça se fait que l'art divinatoire le plus ancien au monde n'est pas plus connu que ça. Et en fait, quand j'ai commencé à l'apprendre, je me suis rendu compte que jusqu'à la Renaissance, la géomancie, c'était l'art divinatoire le plus connu. Plus que l'astrologie, que le tarot ou des choses comme ça. Mais on l'appelait à l'époque l'astrologie du peuple. L'astrologie du peuple parce que ça avait le même pouvoir que l'astrologie, mais ça ne demandait pas d'être capable de lire, ça ne demandait pas d'être capable d'écrire, ça ne demandait pas d'avoir à faire des calculs de carte du ciel avec une heure de naissance, puis la position des planètes, puis des choses comme ça. Alors, le peuple l'utilisait énormément. Mais qu'est-ce qui arrive dans la vie quand vous avez des astrologues professionnels qui gagnent bien leur vie à la cour royale et avec les empereurs, et que tout d'un coup, il y a quelqu'un dans le peuple qui fait de la géomancie pour 10 fois moins cher, des fois gratuitement, et qui a les mêmes résultats, peut-être même mieux? Bien, les corporations étant des corporations, que ce soit astrologues ou autres, c'est toujours la même chose. Ils n'étaient pas contents, les astrologues, à la Renaissance, parce qu'ils étaient en train de perdre de l'argent, ils étaient en train de perdre du pouvoir. Alors, les astrologues, ils ont été très intelligents à la Renaissance, parce que ce qu'ils ont fait, c'est que ils se sont emparés de la géomancie et ils l'ont compliquée. Ils ont commencé à en ajouter des règles qui n'existaient pas lors de son invention. Et évidemment, les règles étaient compliquées à un point tel que quelqu'un qui n'était pas lettré, quelqu'un qui n'avait pas appris à lire et à écrire, était plus capable d'utiliser la géomancie. Fait qu'en faisant ça, ils l'ont retiré du peuple. Le peuple a commencé à avoir l'impression qu'il était plus capable d'utiliser la géomancie, qu'il ne la comprenait pas, puis les astrologues l'ont abandonnée, et la géomancie a presque disparu parce qu'elle a été éliminée parce qu'elle menaçait l'élite. Et j'ai trouvé ça super intéressant, puis du coup, là, je l'ai appris, évidemment, j'ai voulu revenir à l'origine, c'est-à-dire avant toutes ces foutues règles qui n'avaient aucun sens, qui sont incompréhensibles et qui rendent la pratique difficile, pour revenir à la géomancie à la base. Et qu'est-ce que c'est la géomancie à la base? Bien, c'est que les premiers êtres humains, tout comme aujourd'hui, avaient cette impression que dans notre vie, il y a du chaos et de la confusion. C'est-à-dire que à un certain moment, notre emploi est stable, notre couple est stable, les choses vont bien, puis du jour au lendemain, notre conjointe disparaît, on perd notre emploi, puis il y a de la maladie, etc., puis tout d'un coup, on entre dans le chaos. On était dans une espèce d'ordre régulier, puis soudainement, ça devient confus. Et les anciens, et je pense qu'encore aujourd'hui, on a le feeling que derrière la confusion se cache un message. Pourquoi est-ce que tout ça m'arrive? Est-ce qu'il y a un message des dieux, entre guillemets? C'était le langage ancien. Aujourd'hui, on parlerait peut-être de l'univers, on parlerait peut-être de l'énergie, on pourrait dire plein de trucs. Mais eux, les anciens, se disaient, qu'est-ce que les dieux essaient de me communiquer dans le chaos actuel dans ma vie? Alors, ils avaient créé un système qui permettait de partir de la confusion pour revenir à un message caché en arrière. Et la façon dont ça fonctionnait, c'est que pour recréer la confusion dans la vie, ils pigeaient au hasard, sans compter, sans regarder, des objets. Ça allait représenter la confusion. Et après, dans ce qu'ils avaient pigé, ils allaient vérifier si c'était un nombre pair ou impair. Et si c'était un nombre pair, ça allait donner 1 point.
Et si c'était un nombre pair, excusez-moi, ça allait donner 2 points. Et si c'était un nombre impair, ça allait donner 1 point, qui était la façon de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la confusion. J'ai une poignée avec une multitude d'objets, mais je la réduis toujours à son expression la plus simple, c'est-à-dire 1 ou 2. Et symboliquement parlant, on ne va pas entrer dans le détail aujourd'hui parce que ça déborderait largement le cadre de la conférence, mais symboliquement, le 1 et le 2 étaient vus au tout début des temps et encore aujourd'hui comme la manifestation divine sur Terre, parce que Dieu est considéré comme androgyne, c'est-à-dire ayant les 2 sexes. Et lorsqu'il se manifeste sur Terre, il se manifeste soit dans une force féminine ou masculine, ou une force d'extraversion, introversion, peu importe le nom qu'on lui donne, yin et yang. Et du coup, le 1 et le 2 permettaient de savoir quel était le pôle qui était manifesté, un pôle masculin ou un pôle féminin. Et comme sur la Terre, il y a 4 éléments qui créent tout l'univers, bien, on faisait le principe 4 fois, puis on obtenait une série de 1 point ou de 2 points, 4 fois de suite, et on avait le message des dieux. On comprenait ce qui se cachait derrière le chaos, derrière la confusion de notre vie, et c'est ça qu'on interprétait. Alors, ce que je veux vous faire aujourd'hui, c'est une démonstration de ça. Je veux piger quelqu'un dans la salle qui nous pose une question, que je réalise un tirage géomantique, que vous voyez un peu comment ça fonctionne et qu'on essaie de l'interpréter ensemble. Je vais vous guider en vous donnant les définitions des figures qui vont être pigées. Et vous allez voir comment c'est simple, la géomancie, que ça répond bien. Ouais, on pourrait poser ça alors. Le voir comme ça. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que c'est le prénom? Sylvain. Sylvain. Donc, qu'est-ce que ça va donner entre toi et Sylvain? Comment ça va évoluer? Okay. Alors, tu peux reprendre place. Alors, ce que je disais à Delphine, c'est que je vais l'enlever tout à l'heure, n'inquiétez-vous pas, c'est juste pour pouvoir faire mon mélange. C'est un des plus vieils arts divinatoires, en fait, le plus vieil art divinatoire au monde, et il était très chamanique dans son essence, dans sa manière d'être faite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut travailler exclusivement avec des objets qui viennent de la Terre, parce qu'il faut être capable de se connecter à l'énergie de la Terre. Du coup, j'ai carrément une peau de mouton devant moi pour pouvoir placer les choses, et ce qu'il y a dans mon fameux coffret, ce sont des coquillages. Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être des fèves, ça aurait pu être des grains de café, ça aurait pu être des pierres. L'important étant que ça ne soit pas du plastique. L'important, c'est que ça soit quelque chose de naturel. Et comme c'est un art qui est chamanique, c'est-à-dire que le géomancien, c'est le chaman, c'est lui qui se connecte. Même si Delphine pose sa question à moi, aujourd'hui, c'est moi qui vais me connecter à la Terre et qui vais demander à la Terre de répondre à la question de Delphine. Et c'est pourquoi la différence du tarot, ce n'est pas le consultant qui manipule les cartes, mais ici, c'est toujours le géomancien qui manipule tout du début jusqu'à la fin. Alors, évidemment, ça va être important que Delphine se concentre sur sa question, comment va évoluer le couple ou enfin la relation avec Sylvain, mais moi aussi, je dois être bien concentré et je vais piger. Alors là, pendant 1 minute ou 2, vous allez me voir, je vais être en silence, je vais tout simplement aller piger des coquillages, je vais mettre plusieurs tas de coquillages sur la peau de mouton, puis je vous explique, quand j'ai terminé, je vous explique comment on procède avec ça. Alors, Delphine, tu peux te concentrer, s'il te plaît. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pigé 16 figures, c'est-à-dire 16 paquets de coquillages. Je les ai pigés en étant concentré sur le questionnement du consultant, mais sans les compter. Et à partir de maintenant, je vais réduire rapidement chacune des poignées à 1 si c'était un nombre impair et à 2 si c'était un nombre pair. Et ça va me donner ce qu'on va appeler 4 figures géomantiques qui vont être considérées, qui vont être appelées les 4 figures mères, au sens où ce sont celles que j'ai obtenues par la pige. Et par la suite, je vais calculer, à partir de ces 4 figures mères, je vais calculer le reste de ce qu'on appelle un écu géomantique, c'est-à-dire que j'ai un petit logiciel, c'est pour ça qu'exceptionnellement, j'ai un projecteur pour vous montrer ce que ça fait. Il
Il faut bien comprendre que techniquement, le calcul peut se faire à la main. C'est très, très simple, mais aujourd'hui, c'est une question de temps qui fait que je privilégie l'ordinateur. Alors, j'ai obtenu 4 figures. Je vais aller les entrer sur le logiciel et on va aller interpréter le résultat. Alors, je vous explique dans quelques secondes comment on va interpréter ça et comment ça fonctionne. C'est par cœur. Oui, je les sais par cœur. C'est les calculs à faire dans la tête qui peuvent être un peu... qui seraient un petit peu limite avec le temps qu'on a. C'est pour ça que je vais laisser le logiciel. Quand j'enseigne de toute façon la géomancie à mes étudiants, je leur fournis cette petite application-là bien pratique qui permet de se corriger et qui permet aussi d'archiver nos tirages. Que si tu as figé 4 coquillages, on enlève 2 pour garder 2. Oui, exactement. Si j'ai pigé 4 coquillages, ça veut dire que j'en garde 2. Si j'ai pigé 5 coquillages, ça veut dire que j'en garde 1. Même chose, dès que le nombre a été pigé pair, c'est 2. Dès que le nombre a été pigé impair, c'est 1. Et c'est ce qui crée 4 figures. Alors, ce que vous voyez, ce sont des exemples de figures géomantiques. Donc, vous remarquez que ce sont des séries de 2 points ou de 1 point. Et ça a été obtenu à partir des 4 figures mères. Je peux vous montrer rapidement. Si je remonte en haut, les 4 figures mères, elles sont ici. Donc, avec Delphine, on a obtenu Carcère en maison 1, Acquisitio en maison 2, Poire en maison 3 et encore une fois Carcère en maison 4. Ça, ce sont l'équivalent des coquillages qui sont sur ma peau de mouton en avant et ce sont ce qu'on appelle les 4 figures mères. Toutes les autres figures qui suivent sont des figures qui sont calculées tout simplement avec un calcul mental ou aujourd'hui avec le petit logiciel qui le fait à ma place. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner ultimement, à partir de ces 4 figures mères-là, ça va nous donner 3 figures particulièrement importantes. Il va y avoir 2 témoins et un juge. Et je trouve ça intéressant parce que, comme c'est un langage qui n'est pas nécessairement, comment je dirais, très, très ésotérique ou quoi que ce soit, hein, si je vous parle de 2 témoins et un juge, bien, vous pensez tout de suite à une forme de procès. Vous pensez tout de suite qu'il y a 2 personnes qui sont en train de plaider quelque chose, et c'est exactement ce qui va se passer ici. On va avoir le témoin droit qui va représenter ce que plaide Delphine devant le juge, et la figure qui a été pigée, c'est Laetitia, c'est-à-dire 1 point à la tête et 2 points sur les 3 autres lignes. Et ça, c'est le témoin qui représente Delphine. C'est ce qu'elle plaide au juge à propos de son union. Donc, c'est ce qu'elle espère, c'est ce qu'elle désire, c'est ce qu'elle croit. Si je vous dis que Laetitia est une figure en géomancie qui est associée à la joie, au bonheur, à la tranquillité d'esprit et au fait de se sentir protégé parce que voyez-vous que ça peut faire presque une maison, ce petit dessin-là, ça pourrait ressembler à une maison. Alors, Laetitia représente la joie, le bonheur, la paix d'esprit et le sentiment d'être protégé des intempéries, puisqu'on est dans une maison. Qu'est-ce que vous pensez que désire Delphine à propos de cette relation-là? L'harmonie. Voyez-vous comment le premier mot que j'ai entendu dans la classe, c'est pas l'amour. Je trouve ça drôle, parce qu'on n'est pas loin dans la joie, dans le bonheur, dans l'harmonie, on n'est pas loin de l'amour, mais vous êtes d'accord avec moi qu'harmonie, j'aurais pu utiliser ça pour un colocataire, pour un ami, pour un membre de ma famille. Le premier mot qui est sorti, ce n'est pas amour, c'est harmonie. C'est comme si Delphine nous disait, je veux que cette relation-là soit agréable, je veux avoir du plaisir, de la joie, mais ce qui est surtout important pour la consultante, c'est la paix d'esprit. Ce qui est important pour la consultante, c'est qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, c'est qu'il n'y ait pas de rock'n'roll, c'est qu'il n'y ait pas de chaos qui arrive soudainement. Un peu comme si la consultante nous disait « Je préfère que les choses débutent lentement, mais que ça aille bien, et je vivrai avec les résultats.
Si ça devient de l'amour, je serai heureuse. Bingo, j'ai pigé le gros lot. Mais si jamais ça ne devenait pas de l'amour, mais qu'au moins je ne suis pas blessée, que je ne suis pas abîmée à l'intérieur de ça, que je ne suis pas trahie ou quoi que ce soit, ça serait déjà pour moi quelque chose de pas si mal. Alors, c'est comme si la consultante demandait au juge, pouvez-vous au moins me dire que c'est un bon gars? Pouvez-vous au moins me dire que c'est une bonne personne, Sylvain? Pouvez-vous me dire qu'avec lui, on peut avoir une relation intéressante et agréable et on verra avec le temps qu'est-ce que ça va donner. Mais dans un couple, on n'est jamais tout seul. Même quand on a l'impression qu'on est tout seul. Dans un couple, il y a toujours une autre personne qui lui aussi plaide. Alors, il y a Sylvain. Sylvain va être représenté par l'autre témoin. Sylvain va être représenté par le témoin gauche, qui est Albus ici. Et Albus fait 2 points sur les 2 premières lignes, 1 point sur la 3e et 2 points sur le pied. Et des fois, on y voit un peu une coupe. Hein? C'est vrai que quand on le regarde, on pourrait voir une coupe. Ça, c'est ce que Sylvain plaide au juge. Alors, Sylvain passe devant le juge et il dit au juge, « Moi, je suis prêt, voilà ce que je suis prêt à apporter à Delphine. Voilà ce que je suis prêt à apporter dans ce couple-là. » Albus est une figure qui est associée à la paix, à l'intellect, à la conversation, à la communication, aux échanges. Qui est prêt à apporter Sylvain dans ce couple-là, dans cette relation-là? C'est les mots-clés, c'est communication, intellect, échange, paix. J'ai entendu? Discuter. Oui, c'est pas mauvais. Mais est-ce qu'il manque quelque chose? La communication, ça y est prêt à en faire. Mais si je vous dis qu'on commence un couple, oui, hein? C'est une figure intellectuelle, ce n'est pas une figure de cœur. C'est une figure qui est quand même assez cérébrale. Elle n'est pas dans les émotions. Mais elle est belle. Elle parle de paix, de communication, de discussion. Moi, j'ai vu un nombril, j'ai vu quelqu'un qui veut que ça lui rende. Dans Albus, il peut y avoir la notion dans Albus de vouloir que ça nous rapporte, mais pas dans un sens méchant. C'est ça, exactement, dans un sens de partenariat. Des fois, on va dire que Albus peut même représenter un partenaire d'affaires, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on se lance dans un projet pour faire quelque chose. C'est pour ça que ce n'est pas une figure qui est mauvaise, elle est au contraire très bonne, mais qu'elle est effectivement une figure qui est peut-être plus pragmatique qu'amoureuse, plus tournée vers les échanges que l'on fait et ce qu'on peut s'apporter mutuellement ou ce qu'on peut se contribuer et se nourrir mutuellement, plus que l'amour en tant que tel. C'est un partage. Oui, c'est un partage intellectuel, mais c'est un partage. Il veut fonctionner à 2. En résumé, c'est un ami. Oui, en résumé, c'est un ami. Des fois, en consultation, moi, j'ai un problème parce que j'enseigne trop, fait que je suis toujours en train d'élaborer, mais des fois, c'est bon de dire, d'appeler un chat, et c'est un ami. Ou un partenaire dans le sens, comme je disais, partenaire d'affaires, partenaire de projet, partenaire de sortie, peut-être, mais oui, un ami. On se retrouve dans 2 témoins qui plaident quelque chose d'intéressant, mais on dirait qu'il nous manque la dimension amoureuse. Peut-être que c'est pour ça que Delphine elle-même, en avant, tantôt, vous avez vu, elle était un petit peu hésitante. Quelle question est-ce que je pose? Est-ce que c'est ça que je veux poser? Je ne sais pas, on lui parlera tout à l'heure. Pour l'instant, je ne lui ai pas demandé de commenter. On verra. Mais peut-être ça pourrait expliquer l'hésitation de la consultante. Mais en tous les cas, on a un couple qui est intéressant si la question avait été, est-ce que ça peut être un partenaire d'affaires? Oui, j'aurais dit oui, absolument. Est-ce que ça peut être un bon colocataire? J'aurais dit oui, absolument. Est-ce que ça peut être un bon ami? J'aurais dit oui, absolument. Mais un amoureux, je ne peux pas dire non, mais je ne peux pas non plus dire un gros oui rapide, sûr et certain. C'est ça. Si pour être amoureux, ça va prendre du temps. Il va falloir vérifier qu'on est compatible, puis il va falloir laisser le temps pour développer l'amour. Vous savez que c'est quand même assez récent dans l'histoire.
le fait de se marier par amour. Pendant longtemps, les gens ont été mariés pour des alliances. Et des fois, j'entendais, je ne me souviens plus où j'ai vu ça récemment, mais j'entendais un documentaire où il racontait qu'au travers des lettres, il y avait deux personnes qui avaient été mariées, au sens c'est les familles qui les avaient mariées, ils n'avaient pas choisi et tout, et qui disaient, bien, ça a pris 10 ans, mais on a fini par s'aimer. L'amour n'était pas là au départ, mais il a fini par naître. Mais on est peut-être un peu dans quelque chose de ce sens-là, c'est-à-dire pas dans le sens qu'on force Delphine à épouser Sylvain, mais dans le sens que l'amour pourrait venir avec le temps, mais il ne semble pas être immédiatement présent dans la relation. Oui, il y aurait eu des figures plus amoureuses que celle-là. En même temps aussi, je vais mentionner une chose, il y aurait pu avoir des figures désastreuses. Hein. On aurait pu avoir des figures aussi pour nous dire, mais non, c'est juste pas une bonne personne. On aurait eu un qu'on appelle la queue du dragon. Et on aurait carrément dit, j'aurais repris ce que la dame disait, là, il attend quelque chose, mais malhonnêtement. Ça aurait été la queue du dragon, puis on se serait dit, il veut quelque chose, mais il est malhonnête. Il ne veut pas partager, là. Hein? Il y a des figures en géomancie qui disent, la personne, elle est malhonnête, elle est là pour obtenir quelque chose, puis elle ment. Alors ici, on n'a ni des figures complètement amoureuses, mais on n'a pas non plus de figures désastreuses. Donc, du coup, on sent que ça peut être intéressant comme relation, mais peut-être pas en tant que couple à court terme. Mais allons voir le juge. Allons voir le juge ce qu'il en pense. Dans son infinie sagesse, monsieur le juge ou madame la juge, qu'est-ce que vous en dites? On a Amicio. Je vais vous le mettre complètement à droite ici. Amicio, c'est 1 point au-dessus, 2 points sur la deuxième ligne, encore 1 point sur la troisième et 2 points sur la dernière. Et si vous... Amicio, soit dit en passant, c'est en latin, là, la géomancie, ce sont des mots latins, mais ça serait perte en français. Perte, oui, il y a de là d'ailleurs c'est probablement la racine latine qui en anglais fait missing, quelqu'un qui est manquant ou qui est disparu. Alors, si vous reliez les points, voyez-vous que vous pourriez avoir comme 2 triangles? Et ce que je donne souvent comme petit truc pour se souvenir de la définition d'amicio, de perte, c'est que c'est 2 sacs qu'on vide. C'est 2 sacs qui sont tournés vers le bas, alors qu'ils sont en train de perdre tout ce qu'il y a dans les sacs. Alors, amicio, les mots-clés, c'est effectivement perte, abandon, laisser tomber, ne rien obtenir, puisqu'on perd. Quelle est, à votre avis, la sanction du juge à propos de la question sur la possibilité d'un couple? Exactement. Le juge dit non. Pour l'amour, en tous les cas à court terme, c'est non. On comprend mieux pourquoi, de toute façon, quand on a fait les témoins. Ce qui est intéressant de combiner les 2 témoins et le juge, parce que sur YouTube, j'avais fait une vidéo comme ça, puis j'avais utilisé une seule figure. Donc, quand on utilise une seule figure, on fait comme si on n'avait utilisé que le juge. Vous voyez aujourd'hui, parce qu'on a un peu plus de temps que sur la vidéo de YouTube, on a quelque chose d'intéressant avec les 2 témoins parce qu'on obtient une belle nuance. Si on avait juste calculé le juge, on aurait dit à Delphine, ça ne va pas fonctionner avec Sylvain, laisse-le tomber. Amicio, perds-le, laisse-le tomber, la sentence du juge, c'est il n'y a rien à faire avec ça. Quand on prend le temps d'ajouter les témoins, on obtient des nuances. On comprend que le juge répond à la question au niveau du couple, qu'est-ce que je peux attendre? Et le juge dit au niveau d'un couple amoureux, il n'y a pas grand-chose à attendre. Mais par contre, si Delphine est prête à être patiente et à travailler avec Sylvain en tant qu'ami au début et de voir qu'est-ce qui peut en advenir à plus long terme, bien là, ce n'est pas impossible qu'elle puisse obtenir quelque chose. Mais si elle espère une relation amoureuse dans les 6 prochains mois, je dirais non. Je dirais vaut mieux laisser tomber. Si elle est prête à prendre Sylvain comme un ami, temporairement, et voir où ça l'amènera, bien là, les 2 témoins nous apportent quand même l'idée du partenaire et d'un bel échange intellectuel et d'une belle amitié dans ça. C'est quelque chose quand même pas amical, là, c'est clair. Pour toi, tu ressens qu'il y a plus que de l'amitié actuellement. Ça, je ne suis pas surpris, soit dit en passant, parce que vous vous souvenez que la figure qui représentait Delphine, c'était Laetitia. Et Laetitia représentait quand même la joie, le bonheur. Elle est émotionnelle. Elle n'est pas nécessairement amoureuse, mais elle est émotionnelle. Dans les mots ici, vous avez quelqu'un qui vous dit, bien, l'amour, de toute façon, ça prend toujours du temps. Je suis très content de l'entendre, puis je veux pas remettre en question les valeurs ou l'opinion de notre consultante, mais je sais que si
je faisais le tour de la classe, je trouverais probablement au moins la moitié qui me dirait que non, l'amour, ça doit être un coup de foudre dès le départ, parce que sinon, vous comprenez, ça peut être une question où chacun a une réponse un peu différente. Il y a des couples que je connais qui ont commencé vraiment comme ils se sont presque épousés la même semaine, et il y a des couples effectivement qui se sont construits sur le temps, mais on est dans un couple qui peut se construire uniquement sur le temps. Maintenant, donc avec Laetitia, que la consultante me dise, moi, il y a vraiment un côté amoureux pour moi, ça, je n'en doute pas, parce que Laetitia représente quand même des émotions, mais au risque, encore une fois, de décevoir la consultante, je serais obligé de dire qu'avec Albus pour Sylvain, je suis moins certain de son côté, de son empressement amoureux. Je ressentirais au niveau de Sylvain quand même un peu plus de distance intellectuelle dans ça, comme quelqu'un qui veut être prudent. Un mot-clé que je n'avais pas utilisé pour Albus, c'est la prudence. C'est le fait de, parce qu'on a dit qu'il était stratégique, pas dans le sens de manipulateur, mais stratégique au sens d'avancer pas par pas, de suivre un plan et de vouloir respecter son plan. Alors ici, il faudra en débattre avec lui pour être certain, mais je le sentirais quand même un peu plus en réserve, un peu plus en réflexion à ce niveau-là. Et ce que j'aime de la géomancie, puis je vais conclure sur ça pour donner quelques minutes aux gens qui veulent venir voir en avant, ce que j'aime de la géomancie depuis que je l'ai découvert, c'est que ça m'arrive de plus en plus souvent qu'au lieu de faire un tirage de tarot, je fais ça. Et la raison étant que pour certains types de questions, la géomancie est meilleure que le tarot, et c'est lorsqu'une question est simple et qu'elle se répond par oui ou non. Si quelqu'un me dit « Est-ce que je vais vendre ma maison? » Oui ou non, j'ai tendance à prendre la géomancie plutôt que le tarot, parce que le tarot est mieux fait pour quelque chose de psychologique, d'émotionnel, qui se développe dans le temps avec plusieurs retournements. La géomancie, elle est très, très pointue avec son oui ou non, qu'est-ce que ça donne comme ça. Ceux qui veulent venir voir, c'est là, je vais ramasser mon ordinateur et tout, mais je ramasse ça à la toute fin.